Herr Bundeskanzler, guten Morgen. Monsieur le chancelier, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de cet entretien. Enchanté. Vous étiez à Brégançon avec Emmanuel Macron, un grand conseil de défense. Pourquoi est-ce qu'il est si important de renforcer la défense si vite ? Vous me permettrez de répondre en allemand. L'invitation au fort de Brégançon m'a fait très plaisir. Ça a été un privilège et un honneur pour moi de découvrir les quartiers d'été de votre chef de l'État. Vous le savez, Emmanuel Macron et moi-même, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous sommes liés d'amitié. Et je veux intensifier la coopération franco-allemande. Nous deux, nous savons que l'Europe n'avancera que si la France et l'Allemagne travaillent en étroite collaboration. Pas exclusivement, mais ensemble. Nous sommes le moteur de l'Europe. Voyez-vous le scénario d'une attaque conventionnelle, comme on l'imaginait avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire à travers l'Allemagne, les chars, maintenant les drones qui défileraient ? On voit bien qu'il y a une guerre en Europe menée par la Russie, qui a attaqué le deuxième pays le plus grand d'Europe. L'Ukraine, c'est le deuxième pays européen en termes de superficie. Pas au sein de l'Union européenne, mais sur le continent. Et cela fait maintenant 3 ans et demi que cette guerre a commencé. Quand on écoute Poutine, quand on s'intéresse à sa doctrine, on comprend qu'il veut restaurer l'ancienne Union soviétique en termes de territoire. Donc la chose est très sérieuse. Vous rétablissez le service militaire volontaire pour l'instant. Ça a beaucoup marqué les esprits. Est-ce que vous êtes prêt au service obligatoire? Jacques Chirac, ici en France, l'avait suspendu. J'ai bien suivi le débat en France. Et nous avons eu le même débat à l'époque en Allemagne, en 2011. En Allemagne, nous l'avons supprimé à ce moment. Il a été suspendu. C'était une erreur ? De notre point de vue aujourd'hui, oui, c'était une erreur. Mais quand on se projette dans cette époque, on peut comprendre. Je n'étais pas au Bundestag, mais je n'aurais pas voté pour. Ça, c'est de l'histoire, ça, c'est du passé. Et là, nous sommes en 2025. Et avant-hier, au sein du gouvernement fédéral, pour la première fois depuis 20 ans, nous avons organisé une réunion au ministère de la Défense. Et c'était inédit. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur une loi sur le recrutement des soldats. Parce que nous voulons améliorer la qualité de l'armée allemande. Et si ça ne marche pas sur la base du volontariat, eh bien, il nous faudra recourir au service militaire. Ce qui, bien évidemment, n'est pas facile. Par exemple, comment intégrer les femmes? Donc il y a encore pas mal d'obstacles à franchir. Mais c'est le début. J'ai interviewé Emmanuel Macron il y a quelques jours et il avait cette expression, il disait « Poutine est un ogre qui veut manger toujours davantage ». Wie sagt man ogre? Comment est-ce qu'on dit ogre auf Deutsch? Kinderfressen? Oui, il y a des versions assez vulgaires. Est-ce que vous reprenez ce mot? Est-ce que vous pourriez utiliser ce mot? Oui, c'est comme ça que je vois Poutine. Il déstabilise des grandes parties de notre pays. Il fait de l'ingérence partout, dans les activités sur les réseaux sociaux notamment. Selon nos services de renseignement, nous savons pertinemment que tous les jours, il attaque nos infrastructures et que tous les jours, il essaie d'exercer une influence sur l'opinion publique. Donc nous sommes déjà dans un conflit avec la Russie. Mais la Russie est contre qui? Il ne s'agit pas de revendications territoriales. Il s'agit de déstabiliser nos démocraties. Et il faut que nous nous battions contre cela. Ça n'est pas seulement une guerre territoriale contre l'Ukraine. Poutine ne se sent pas menacé par l'OTAN. Il se sent tout simplement menacé par la force de la démocratie, de la liberté. C'est pour ça qu'il ne veut pas la voir à côté de chez lui. Dans ce sens, l'Alternative für Deutschland, l'AfD, est un allié de Poutine? Nous avons au moins un parti au Bundestag qui est très proche de Poutine, ouvertement.
Il y a pas mal de sympathisants. Et effectivement, c'est quelque chose que nous devons régler. Poutine parle allemand, il a vécu à Dresde, il a eu un contact très suivi avec Schröder, avec Merkel. Est-ce que ça peut être renoué ? Nous espérons tous qu'un jour nous vivrons de nouveau en bon voisinage avec les Russes. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes très très loin. Moi, je dirais que ce régime poutinien et tout ce qui en fait partie, les oligarques, cette kleptocratie qui s'est approprié l'État, ça, il faut dire non. Et lutter contre cela. Ce que je pense, c'est que pendant des années, nous serons confrontés à ce régime autoritaire. Revenir vers un ordre structuré, respectueux dans les deux sens, c'est ça l'objectif. Comme ça a été le cas auparavant, entre 1991 et 2022. Nous avons eu cet équilibre dans cette courte période, à la fin de l'Union soviétique. Les réels politiciens, les réels politiqueurs vous disent on a traité avec Brejnev, avec Staline, avec tous. Pourquoi pas avec Poutine ? En URSS, nous avons vécu la perestroïka. C'était l'ouverture vers l'Occident sous Gorbatchev. Et c'est à cette condition sine qua non que nous devions travailler avec lui sur la réunification. Il y a eu d'ailleurs un accord, une convention de réunification. Toutes les conventions internationales, Poutine ne les respecte plus. Dans cette nouvelle période, dans ce nouveau monde, nous sommes confrontés à des chefs d'État qui ne sont plus disposés à accepter des règles communes de droit international. Ce n'est pas Poutine tout seul. C'est la même chose avec Xi Jinping en Chine. C'est la même chose aussi pour la Corée du Nord. Ce sont des règles, un ordre mondial que nous avions mis en place et qui est bafoué. On voit bien qu'il y a une rupture incroyable en ce moment dans notre façon de vivre et de travailler ensemble. À vos yeux, aujourd'hui, Xi Jinping est aussi dangereux que Poutine ? On ne peut pas comparer réellement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais l'agressivité avec laquelle il avance contre Taïwan, en mer de Chine, le monde est obligé de suivre cela de très près. Et c'est la raison pour laquelle le monde entier nous regarde et regarde ce que nous faisons pour aider l'Ukraine dans le conflit. Comment nous soutenons le pays. Si l'Ukraine tombe, ça encouragera des pays comme la Chine à être encore plus agressifs vis-à-vis de Taïwan, par exemple, ou contre les intérêts du peuple chinois dans le futur. Ce sont finalement des schémas qui se répètent. En vous entendant, on mesure la révolution. Vous, les Allemands, vous avez toujours voulu vendre vos voitures à la Chine. Et là, vous tenez des propos si durs, même sur la Chine. C'est une nouvelle époque. C'est une nouvelle époque, effectivement. Oui, et même dans le commerce international, on voit bien la démarche agressive des Chinois. L'approche face à des entreprises allemandes. L'État chinois se mêle de tout. Et leur agressivité vis-à-vis de l'intérieur augmente aussi. De même que l'agressivité militaire vis-à-vis de l'extérieur. Nous voulons entretenir de bonnes relations avec la Chine. Mais nous ne devons pas non plus nous laisser museler. Ce pays, ne nous voilons pas la face, est conduit par un gouvernement autoritaire, géré de manière autoritaire. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos sociétés libres. Peut-être qu'il faudra reparler quand même. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de Vladimir Poutine ? Je pourrais téléphoner à tout instant, si je le voulais, à Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, je le ferais si j'avais l'espoir de faire avancer les choses dans le bon sens, avec un tel appel. Mais aujourd'hui, tous les efforts diplomatiques que nous avons entrepris, à chaque fois, cela n'a déclenché que davantage d'agressivité contre les populations civiles. C'est pourquoi nous parlons moins. Sur le sol
allemand, vous avez les bombes américaines, vous avez l'armement atomique américain. Est-ce que un jour, il est possible qu'il y ait des armes françaises nucléaires? Oui, je comprends très bien votre question. Nous voulons maintenir la bonne coopération au sein de l'OTAN avec les Américains. Et évidemment, le bouclier nucléaire en fait partie, comme vous le savez. Mais tout cela remonte à De Gaulle. Rappelez-vous, la France avait proposé à l'Allemagne et à d'autres pays de partager ce bouclier nucléaire. De Gaulle avait déjà fait l'offre. Le président Macron a fait la même chose vis-à-vis de moi et vis-à-vis de mon prédécesseur. Voilà comment je réagis. Je dis oui, c'est imaginable, il faut en parler. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Ce n'est pas le genre de décision que l'on va prendre comme ça. Attendez. Vous dites, c'est imaginable qu'il y ait des bombes nucléaires françaises sur le sol de l'Allemagne. Je le répète, nous avons eu une offre de la France de parler de notre participation au dispositif nucléaire. Commencez à en parler pour régler ces problèmes de fond. Je ne veux pas non plus exposer mon pays à une dépendance, mais un pays comme la France, un pays comme l'Angleterre, sont des pays avec lesquels nous devons parler de la dissuasion nucléaire, au sens large du terme. Et donc, s'il y a une offre, je ne vais pas dire non. Si on décidait d'évaluer cette offre, on en parlerait bien volontiers, mais c'est très complexe. Et c'est un débat qui durera pendant des années. Actuellement, qui vous protège? C'est l'OTAN. Les États-Unis? Les États-Unis, bien sûr. La France aussi. On est ensemble dans l'OTAN. La France aussi. Si l'Allemagne était attaquée, si les intérêts vitaux de l'Allemagne étaient attaqués, est-ce que vous pensez que la France irait jusqu'à la défense nucléaire de l'Allemagne? La dissuasion nucléaire, c'est l'apanage, la propriété unique de la France. Bon, il y a aussi bien sûr le bouclier américain et leurs armes stationnées sur le sol allemand. Voilà la configuration de l'OTAN que je ne veux pas modifier. Mais je veux que nous soyons prêts et que notre propre sécurité sur le sol européen, nous la mettions en avant et que nous en parlions davantage. En France, on vous reproche souvent d'acheter des armes américaines, les F-35. Voilà. Il y a des raisons techniques, je sais. Mais est-ce que le but, c'est d'acheter des armements français, par exemple des Rafales? C'est beau un Rafale. La Rafale, c'est cher. Oui, j'aimerais que nous avancions sur des projets communs. Notre futur avion de combat, notamment. Le SCAF. Ça marche pas bien, hein? Mais cela ne fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Je pense que le pilotage industriel doit être mieux réglé. Mais d'autres projets marchent bien. On parle de gros projets ambitieux qui vont jusque dans l'espace. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Nous allons tenir ensemble un conseil de sécurité franco-allemand dans les prochaines heures. Nous en parlons, nous travaillons en étroite coopération. Mais, monsieur le chancelier, vous avez habilement évité ma question. Est-ce que le but est d'acheter français, et d'acheter des avions français le plus vite possible? Le but, c'est de développer des projets européens en commun. Il ne s'agit pas de tractation, j'achète ici, tu vends là. Non, il faut développer ensemble des systèmes d'armes bons pour la France et l'Allemagne. Et c'est cela que j'appelle de mes vœux, cette coopération. Il faut être fort à deux. La France est très endettée. Vous respectez les critères de Maastricht. Actuellement, soyons francs, le contribuable allemand paye pour soutenir l'économie française. Est-ce que les finances, l'état notamment de l'euro, est-ce qu'il va le supporter longtemps?
Au début de l'année, nous avons dû prendre deux décisions. Une sur notre budget de protection. Tout ce qui est au-dessus de 1% du PIB, nous l'avons enlevé du calcul, ce qui nous permet maintenant d'investir. Et en même temps, pour les 12 années à venir, nous avons rendu possible un programme d'investissement de 500 milliards dans nos infrastructures. Cela semble faire beaucoup d'argent, mais en réalité, c'est 40 milliards par an partagés entre les Länder en Allemagne. Et à la fin, du coup, ce n'est pas si énorme pour des investissements dans les infrastructures. C'est mieux que la France. C'est mieux que la France. Oui, c'est un peu mieux qu'en France de ce point de vue. Dieu merci, nous n'avons pas contracté trop de dettes ces dernières années. Nous avons été économes et nous voulons respecter les critères de Maastricht. Et j'aimerais bien que les autres puissent en faire de même. Parce que nous vivons quand même dans un espace monétaire commun qui a besoin de stabilité. En allemand, le mot Schuld, dette, et le mot responsabilité, c'est le même, n'est-ce pas Oui, c'est vrai, les deux sont très proches. Est-ce que la situation de la France vous inquiète, financière ? Je ne veux pas m'immiscer dans la politique intérieure française, mais nous avons une monnaie commune qui doit être stable. C'était notre promesse il y a 25 ans, rappelez-vous. Et moi, ce qui m'importe, c'est que nous parvenions à trouver cet équilibre. Et ce n'est pas facile. En 2003, il y a déjà eu des dépassements, rappelez-vous. Ce n'est pas facile, je sais, mais nous devons y arriver pour maintenir une monnaie stable. Si nous n'y arrivons pas, eh bien, les ménages simples, ceux qui gagnent le moins, seront impactés. En Allemagne, il y a une expression qui dit que l'inflation, c'est le voleur, le pickpocket des petites gens. Nous ne voulons pas d'inflation, nous voulons de la stabilité pour rassurer les ménages. Devant vous, dans le bureau ovale, M. Trump a dit à Mme von der Leyen « Vous êtes la femme la plus puissante de l'Europe ». Est-ce que c'était ironique ? Non, ce n'est pas ironique. C'était sérieux. Et il a raison. Madame van der Leyen est la patronne de la Commission. Et c'est donc elle qui a la plus grosse responsabilité pour réussir en Europe. Monsieur le chancelier, l'accord sur les tarifs, c'est un échec. L'Europe est moins bien traitée que les Canadiens ou les Mexicains. C'est vrai que la situation au départ était délicate dans ce conflit avec les Américains. Avec Emmanuel Macron, j'ai dit « acceptons ce résultat, même s'il exprime notre faiblesse et notre dépendance ». Emmanuel Macron et moi-même, nous continuons de travailler pour devenir plus puissants, pour se retrouver sur un pied d'égalité avec les Américains. Bientôt, il y aura peut-être une dissolution en France, peut-être des nouvelles élections, si Mme Le Pen ou si M. Bardella sont Premier ministre. Est-ce que vous les considérez comme des partenaires normaux, comme il y a une alternance de gauche ou de droite, ou est-ce que ce sera différent ? Nous suivons de très près la situation politique en France. Et parfois, nous sommes un peu préoccupés, pour tout vous dire. Pour moi, mon interlocuteur en matière de coopération franco-allemande, c'est le chef de l'État. Et d'ailleurs, hier, nous nous sommes longuement entretenus sur la situation politique en France. Je veux que l'on continue de renforcer cette coopération et que pendant les 2 ans qu'il lui reste de mandat, nous puissions continuer de prendre des décisions importantes, indépendamment des problèmes de politique intérieure momentanés qui peuvent nous inquiéter. Demain, il peut y avoir un pouvoir eurosceptique à Paris et à Berlin. Est-ce que ça fait partie des hypothèses, demain ou après-demain ? Oui, c'est pour ça qu'il faut approfondir notre coopération. C'est de la prévention. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons prouver au monde que nous souhaitons renforcer la coopération entre nos deux pays, avec Emmanuel Macron et entre la France et l'Allemagne.
Vous êtes le plus puissant parti conservateur d'Europe. La droite allemande est forte et vous incarnez cela. Dans beaucoup d'autres pays, en France, vous savez que c'est plus compliqué pour la droite traditionnelle. Vous avez gardé dans votre nom le mot chrétien. Beaucoup d'autres partis l'ont enlevé. Est-ce que ça fait partie de ça, c'est-à-dire vous affirmez vos valeurs? Est-ce que c'est important pour vous d'affirmer ces valeurs traditionnelles? Ce ne sont pas seulement les valeurs traditionnelles. Ce sont les valeurs chrétiennes que nous incarnons, au sens large du terme. Et dans notre parti, on trouve aussi des non-chrétiens. La porte n'est pas fermée. Mais nous avons ces valeurs. Et ces valeurs, nous les rapprochons de notre culture chrétienne. Nous sommes un parti conservateur, libéral, chrétien. Et c'est avec ça que nous avons pu mobiliser une majorité en Allemagne. Et j'aimerais que cela continue à l'avenir, si c'est possible. Dans cette logique, est-ce que Mme Meloni réussit bien cette logique d'une Europe très sûre de sa tradition, de son héritage? Giorgia Meloni et moi, nous avons fait connaissance grâce à la coopération en Europe. Elle est pro-européenne, clairement pour l'OTAN, et dans le conflit, elle est pour l'Ukraine dans cette guerre atroce. Elle est très claire. Et elle est pour un ordre européen. Tous ceux qui remplissent ces critères sont des partenaires. Moi, il ne m'incombe pas d'évaluer la politique intérieure d'un pays européen comme l'Italie, de la Russie, de l'Ukraine. Il n'y a pas de différence. Nous sommes dans ce très beau paysage, voilà, la garrigue, la mer, le fort de Brégançon où vous étiez. Quels sont vos souvenirs personnels de la France ? Des choses pleines d'émotions. Ma famille, la famille de ma mère, était une famille de huguenots. Et nous passions nos vacances en France. La première fois, c'était en Auvergne. J'étais très jeune à l'époque et c'était au Puy-en-Velay. Et il n'y a pas un autre pays en Europe qui me secoue autant émotionnellement que la France. Nous sommes beaucoup allés aussi sur la côte atlantique et au bord de la Méditerranée. J'aime la France. Dernière question, monsieur le chancelier. Beaucoup de Français aiment l'Allemagne, mais aussi beaucoup de Français ont peur de l'Allemagne parce qu'elle est très riche, très dominante. Ils disent c'est une Europe allemande à la Commission à Bruxelles, partout des Allemands dans toutes les... Comment les rassurez-vous? Que leur dites-vous à cela? À la Commission européenne, on a eu des représentants français de haute volée. Au Parlement européen aussi. On a eu Jacques Delors ou d'autres grands présidents de la Commission européenne. Les responsabilités européennes, nous les partageons, nous les portons ensemble. Nous sommes deux grands pays sur un pied d'égalité. La France est un des grands pays fondateurs de l'Europe. Sur mon bureau, j'ai une photo de Charles de Gaulle et du chancelier Adenauer. Et pour moi, c'est tout simplement une mission quotidienne qui nous est donnée, de poursuivre cette coopération. C'est un véritable partenariat, sur une base d'équité et de liberté mutuelle. Et aujourd'hui, il y a aussi un lien d'amitié avec Emmanuel Macron. Monsieur le chancelier, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour le français. Vous parlez un peu français. Vous avez été piégé à Brégançon? Tout petit peu. Pas assez pour faire une interview avec vous. Non, si. Souvent, les Allemands sont comme ça. Ils parlent bien, mais ils veulent parler parfaitement, alors que les francophones, Alors, merci pour l'interview. Et merci à vous beaucoup.